La fuite vers une nouvelle vie. Territoire du Montana, juin 1881. Maria Keirsey ne regarda pas en arrière. L'ourlet de sa jupe d'équitation poussiéreuse s'accrocha aux ronces alors qu'elle se frayait un chemin à travers le fourré de pin, son cœur battant comme des tambours sauvages dans sa poitrine. Ses paumes étaient écorchées, ses gants blancs depuis longtemps abandonnés derrière elle. Derrière elle, la fumée du domaine Conquête s'enroulait encore dans le ciel du soir, un rappel de tout ce dont elle fuyait. Elle s'était échappée, pas seulement du domaine, pas seulement des attentes, mais d'un homme. Elias Conquête, le fils d'un banquier aux yeux froids et aux poings qui avait trouvé ses côtes plus d'une fois pendant leur courte fiançailles maudite. Elle n'avait pas attendu le mariage. Elle avait attendu l'obscurité. Maintenant, les semelles de ses bottes claquaient durement contre la terre sèche, la portant plus loin de la vallée et plus profondément dans les montagnes. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle ne pouvait pas revenir. Quand le soleil plongea derrière la crête, ses jambes cédèrent. Elle s'effondra près d'un ruisseau, sa respiration rauque, son corset trop serré. Elle l'arracha avec des mains tremblantes et le laissa tomber dans l'eau. Quand la fraîcheur atteignit ses poumons, elle pleura. Pas fort, pas sauvagement, juste des sanglots silencieux dans sa manche jusqu'à ce que l'épuisement la submerge. Elle se réveilla au son des sabots. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Un cavalier descendait le sentier, menant un cheval alezan et portant un lasso enroulé à son côté. Il la vit avant qu'elle ne puisse bouger. Il ralentit, descendit de cheval. Il était grand, aux épaules larges, avec une peau brûlée par le soleil et une barbe sombre qui encadrait un visage fort et silencieux. Son chapeau était incliné bas alors qu'il l'étudiait, ses bottes craquant doucement sur les aiguilles de pin. « Perdu ?» demanda-t-il d'une voix basse et calme. Maria se redressa lentement. « Non. » « Blessée ?» Elle secoua la tête. « Non. » Il regarda le ruisseau, puis revint à elle. « Tu as fui. » Elle déglutit difficilement. « Oui. » Il ne demanda pas de quoi. Il hocha simplement la tête une fois, comme s'il comprenait plus qu'il ne laissait paraître. « Je suis Gideon Hélard, » dit-il. « Maria Keirsey. » Ils se regardèrent un moment. Puis il s'accroupit et ouvrit sa sacoche de sel, sortant une tasse en étain et une lanière de viande séchée. « Faim ?» Son estomac gargouilla avant qu'elle ne puisse répondre. Elle hocha la tête. Il lui tendit la nourriture, puis remplit la tasse au ruisseau. « Ma cabane n'est pas loin. Plus sûr que de dormir dehors. » Elle hésita. « Pourquoi m'aiderais-tu » Il la regarda longuement. « Parce que tu as l'air d'en avoir besoin. » Elle le suivit. Ce n'était pas loin. Une petite cabane nichée dans un creux. De la fumée s'échappait de la cheminée. Un enclos avec 2 chevaux et un porche avec une chaise berçante qui grinçait dans la brise. À l'intérieur, c'était chaud et simple. Un poêle à bois, une table, une étagère abîmée. Ça sentait le pain et le tabac et quelque chose de vaguement sucré, peut-être des pommes. Maria se tenait maladroitement près de la porte, serrant la tasse en étain. « Tu peux dormir dans le grenier », dit Gideon en hochant vers l'échelle. « Ce n'est pas luxueux, mais c'est sûr. » Elle le regarda, vraiment le regarda. Il bougeait avec une tranquillité silencieuse, comme un homme qui s'était habitué au silence. « Tu vis seule ?» demanda-t-elle. « Oui. »« Famille. » Sa mâchoire se serra légèrement. « J'avais une femme. Elle est morte il y a 5 ans. J'avais un fils. Il est enterré à côté d'elle. » Le cœur de Maria se serra. « Je suis désolée. » Il hocha simplement la tête. « Repose-toi. On parlera demain. » Elle grimpa l'échelle. Le grenier avait un matelas, une couverture et une seule fenêtre qui donnait sur les arbres. Elle s'allongea tout habillée, fixant le plafond, écoutant ses mouvements en bas. Ses bottes douces sur les planches. Le tintement du métal. Le grincement d'une chaise. Elle ne s'était jamais sentie si loin de tout. Et pourtant, elle ne s'était jamais sentie plus en sécurité. Le lendemain matin, elle se réveilla à l'odeur du café. Gideon était déjà à table, sirotant dans une tasse en étain. Il poussa une assiette vers elle. Des biscuits et des œufs brouillés. « Tu cuisines aussi ?» demanda-t-elle en glissant sur la chaise en face de lui. Il haussa les épaules. « J'ai dû apprendre. » Elle mangea en silence, l'observant par-dessus le bord de sa tasse. Il parlait peu, mais tout ce qu'il faisait en disait plus que des mots.
La façon dont il remplissait son assiette sans demander. La façon dont il regardait ses mains, remarquant les écorchures sans la faire parler d'elle. Après le petit déjeuner, elle l'aida à fendre du bois. Elle était maladroite au début, la hache trop lourde, ses bras endoloris. Mais il la guidait silencieusement, se plaçant une fois derrière elle pour lui montrer la prise, ses mains chaudes sur les siennes. Comme ça, murmura-t-il. Son souffle se coupa. Elle hocha la tête. À midi, elle riait, juste une fois quand la bûche rebondit et frappa sa botte. Il sourit alors, un vrai, faible Méla. Les jours passèrent. Elle resta. Elle lui raconta son histoire un soir près du feu. Elias. Les Bleus. La pièce verrouillée dont elle s'était échappée avec une épingle à cheveux. Son plan de chevaucher vers l'est pour trouver sa tante dans le Missouri. Il écouta sans interruption. Quand elle eut fini, il dit « Tu n'as plus à fuir. Je ne peux pas rester ici pour toujours. » « Pourquoi pas ?» Elle le regarda. « Parce que tu es gentil et je suis brisée. » Il posa sa tasse. « Tu n'es pas brisée. Tu respires. C'est suffisant. » Elle cligna fort des yeux. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans le grenier, fixant les poutres. En bas, elle l'entendait tourner les pages d'un livre. Le vent chuchotait à travers les arbres, et quelque chose en elle se déplaça. Chaque jour, elle le sentait davantage. La façon dont il la regardait quand elle riait. La façon dont il se tenait juste assez près pour la rattraper si elle glissait. La façon dont il laissait des fleurs sauvages sur la table sans dire un mot. Il n'essayait jamais de la toucher, ne poussait jamais, mais elle commença à vouloir qu'il le fasse. Un après-midi, alors qu'il chevauchait pour vérifier les pièges, elle demanda « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Il la regarda. « J'ai vu une femme qui avait besoin d'un endroit sûr. Et j'en avais un. » Elle observa la façon dont le soleil touchait ses mains, la façon tranquille dont il chevauchait. « Tu n'es pas comme lui, dit-elle. Non. Tu es meilleur. » Il la regarda alors, vraiment la regarda, et pour la première fois, elle le vit dans ses yeux. Il la voulait aussi. Gideon lui tendit un petit sac de graines alors qu'ils entraient dans le jardin derrière la cabane. L'air était épais du parfum de terre retournée et du silence du vent qui traversait les peupliers. Maria enfonça ses bottes dans la terre molle, manches retroussées jusqu'au coude, le lin humide sur son dos à cause de la chaleur. Il s'agenouilla à côté de la rangée qu'il avait creusée plus tôt. « Tu as déjà planté quelque chose ?»« Non, » dit-elle doucement, s'agenouillant en face de lui. « Ma mère gardait des roses à Charleston, mais je n'avais jamais le droit de toucher les parterres. Elle disait que je meurtrissais les pétales. » Il leva les yeux, un éclair de quelque chose d'illisible passant sur son front. « Celles-ci ne craindront pas tes mains. » Ils travaillèrent en silence pendant un moment, le soleil réchauffant le haut de leurs épaules. Maria pressait des grains dans le sillon, Gideon avançant devant elle avec un rythme pratiqué. Un oiseau cria au-dessus d'eux, aigu et soudain, et elle leva les yeux, protégeant ses yeux. « Je pensais toujours que l'Ouest se sentirait plus vide, » dit-elle après un moment. Gideon garda son attention sur le sol. La plupart des gens viennent ici en s'attendant à ça. Mais il est plein, juste silencieux à ce sujet. Elle essuya la terre de ses paumes. « Tu es née ici ?»« Non. Géorgie à l'origine. Je suis venue après la guerre. Je n'ai rien trouvé qui vaille la peine de rester jusqu'à ce que je traverse le Montana. » Maria hésita. « Tu t'es battue ?»« Oui. » Elle attendit, mais il ne dit rien de plus, et elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle tendit la main vers la rangée suivante, le soleil attrapant la courbe de sa joue. Ce soir-là, elle se tenait près du bassin de lavage, près de la porte arrière, trempant un chiffon dans l'eau fraîche, essuyant la journée de ses bras. Gideon était assis sur le porche, une botte appuyée contre la balustrade, une guitare équilibrée sur son genou. Ses doigts bougeaient lentement sur les cordes, tirant une mélodie qui s'amincissait dans le crépuscule comme de la fumée. Elle s'approcha, attirée par le son. « Tu joues bien, » dit-elle. Il ne leva pas les yeux. Autodidacte. La mélodie se déplaça, s'adoucit. « Tu chantes ?» Il secoua la tête. « Plus maintenant. » Elle ne demanda pas pourquoi. Au lieu de cela, elle s'abaissa sur la marche à côté de lui, pliant ses mains sur ses genoux. « On m'a appris à jouer du piano, » dit-elle. « Mais seulement des hymnes. Tout le reste était considéré comme inapproprié. »
Ça te manque ? Demanda-t-il. Parfois. Pas les règles. Les chansons. La chanson s'estompa dans le silence. Ils regardèrent les étoiles sortir une par une, le ciel s'approfondissant en indigo. J'ai rêvé la nuit dernière, dit-elle doucement. J'étais de retour dans ce salon. La porte était à nouveau verrouillée. Ma voix ne fonctionnait pas. Il se tourna vers elle, son regard ferme. Tu n'es pas là maintenant. Je sais, murmura-t-elle. Mais parfois mon corps oublie. Gideon posa la guitare de côté. Ça prend du temps. Le souvenir et l'oubli. Ils ne bougent pas à la même vitesse. Ses doigts se crispèrent autour du bord de la marche. As-tu déjà eu peur de dormir ? Il hocha la tête une fois. Pendant longtemps. Elle le regarda, puis vraiment le regarda. La cicatrice juste sous sa mâchoire. La façon dont ses mains s'immobilisaient quand le vent soufflait fort. Elle ne connaissait pas la forme de son chagrin, mais elle savait qu'il vivait près de la surface. « Tu ne t'es jamais remariée ?» demanda-t-elle. « Non. À cause d'elle. Parce que je ne voulais pas demander à quelqu'un de vivre avec un fantôme. » La poitrine de Maria se serra. Peut-être que la bonne personne ne serait pas dérangée par la compagnie. Ses yeux rencontrèrent les siens, quelque chose de doux et de douloureux derrière eux. Peut-être. Ils restèrent assis ensemble jusqu'à ce que la nuit devienne froide. Quand elle se leva, il se leva aussi, et pendant un moment ils s'attardèrent, le souffle assez proche pour partager. Elle recula en premier. « Bonne nuit. » Il hocha la tête. « Dors bien. » Elle grimpa l'échelle avec l'odeur de fumée de pain encore dans ses cheveux et le son de sa musique persistant derrière ses côtes. Le lendemain matin apporta la pluie. Pas une tempête, juste une bruine régulière qui trempait le toit et assombrissait la pile de bois. Gideon enfila son manteau et sella les chevaux. Quand elle sortit sur le porche, il lui tendit un chapeau à large bord. « Tu en auras besoin. Le sentier devient glissant. » Elle fronça les sourcils. « Sentier ?» Il ajusta la sangle sous son menton. « Nous allons en ville. Les provisions sont faibles et tu as besoin de vêtements. Des convenables. » Maria hésita, les doigts se resserrant autour du bord du chapeau. « Quelqu'un pourrait me reconnaître. La ville est petite. Mais s'ils le font, ils ne passeront pas devant moi. » Elle leva les yeux vers lui, la certitude tranquille dans sa voix apaisa quelque chose en elle. « Je chevaucherai avec toi. » Ils prirent le long chemin à travers les arbres, passant la crête où la vieille ligne télégraphique s'affaissait entre les poteaux. La pluie s'adoucit alors qu'ils chevauchaient, la brume s'enroulant autour des collines. Quand le magasin général apparut, l'estomac de Maria se noua. À l'intérieur, elle resta proche, les yeux baissés. Gideon se déplaçait avec détermination, saluant la commerçante, une femme d'âge moyen aux manches retroussées et au regard vif et évaluateur. « Gideon est l'art, » dit-elle. « Je ne t'attendais pas avant la semaine prochaine. »« La tempête arrive, » répondit-il. « J'ai pensé prendre de l'avance. » Son regard se déplaça vers Maria. « Et qui est-ce » ? « Maria Quercy, » dit-il sans hésiter. La femme hocha la tête. « Nouvelle dans le territoire. »« Je le suis, » dit Maria doucement. La commerçante offrit un faible sourire. « Eh bien, bienvenue. Il n'y a pas grand-chose ici, mais c'est honnête. » Ils partirent avec des rouleaux de calicot, des haricots secs et une paire de bottes robustes enveloppées dans du papier brun. De retour à la cabane, Maria déballa lentement les bottes. Le cuir était rugueux mais bien fait, les semelles épaisses. Elle passa ses doigts sur les coutures. « Je peux travailler, » dit-elle. « Tu m'as donné un abri. Je ne veux pas prendre sans donner. » Gideon s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Tu le fais déjà. Je veux dire du vrai travail. » Il l'étudia un moment, puis hocha la tête. « La clôture est à besoin de réparation. Nous sortirons demain. » Cette nuit-là, elle ne rêva pas du salon. Elle rêva de terre entre ses doigts et de pluie sur le bord d'un chapeau emprunté. Quand le dernier poteau fut planté dans la terre, le soleil se tenait haut et net au-dessus de la ligne de crête, projetant de longues ombres à travers l'herbe haute. Maria essuya son front avec le dos de son poignet, la peau sous son col collante de sueur et de poussière. Ses mains lui faisaient mal, mais la douleur était propre. Pas comme des bleus, pas comme la peur. Juste du travail.
Gideon s'agenouilla à côté de la dernière longueur de fil, l'étirant tendu avec une prise pratiquée. Ses yeux se plissèrent contre la lumière. « Tu as bien tenu, » dit-il. La plupart des gens reculent la première fois que le fil claque en arrière. « Je ne suis pas comme la plupart des gens, » dit-elle en se redressant. « Non, » dit-il et en resta là. Ils marchèrent lentement, les chevaux suivant derrière avec les rênes lâches. Le pré bourdonnait de chaleur. Quelque part au loin, un faucon cria une fois et disparut. À la cabane, Gideon se tourna vers le hangar. « Je vais huiler les outils, » dit-il. « Va te reposer un peu. » Maria entra et délaça ses bottes, ses doigts raides du travail de clôture. Elle versa une louche d'eau du tonneau et se tint près de la fenêtre ouverte pour boire. La brise apportait le faible parfum de fer et de sauge sauvage, et en dessous, le sifflement bas de Gideon fredonnant quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Elle hésita, puis ressortit, pieds nus, traversant la cour jusqu'au hangar. Il se tenait à l'établi, manches retroussées, avant-bras striés de poussière. Elle s'appuya contre le cadre de la porte. « Quelqu'un est-il déjà venu te chercher ?» demanda-t-elle. Il tourna lentement la clé dans ses mains. « Une fois. Un homme qui a servi avec moi. Il n'est pas resté longtemps. » « Pourquoi ?»« Trop de silence, » dit-il. Elle entra plus loin. « Ça ne me dérange pas. » Quelque chose passa sur son visage, presque du soulagement. Il posa la clé et essuya ses mains sur un chiffon. « Tu penses parfois à ce que tu veux maintenant ?» demanda-t-il. « Pas ce que tu as quitté, pas ce dont tu as fui, juste maintenant. » Elle s'approcha de l'établi, le bout des doigts effleurant une bobine de corde. « Je veux me réveiller et ne pas me préparer. Je veux parler et ne pas être puni pour ça. »« Tu parles bien, » dit-il. « Tu l'as toujours fait. » Elle leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce que tu veux, Gideon ?» Il hésita. « Que quelqu'un reste. Pas parce qu'il le doit, juste parce qu'il le veut. » Aucun ne bougea. Le silence entre eux s'installa profondément. Plus tard cet après-midi-là, ils chevauchèrent le long de la crête nord sans autre raison que le ciel était devenu clair et les chevaux avaient besoin de l'étirement. Maria laissa sa jument choisir à travers la pente, tandis que Gideon menait le chemin le long d'un étroit sentier de serre, le soleil scintillant sur le ruisseau loin en dessous. Il s'arrêta soudainement et pointa. « Regarde là, c'est de l'oignon sauvage. Pousse épais à cette période de l'année. » Elle descendit de cheval et s'agenouilla à côté de la parcelle, cueillant quelques pousses. Ma mère ne cuisinait jamais. Nous avions une bonne pour ça. Je n'ai rien appris au-delà du service. Tu apprendras vite ici, dit-il en attachant ses rênes à une branche basse. Elle le regarda en arrière. Tu veux quelqu'un qui sait déjà comment vivre comme ça. Il secoua la tête une fois. Je veux quelqu'un qui est prêt à essayer. Ils revinrent juste avant le crépuscule. Maria fit frire les oignons avec des haricots sur le feu, tandis que Gideon clouait le toit du porche où la pluie était entrée la semaine précédente. Aucun ne parla beaucoup. Le réconfort était dans le rythme. 2 personnes entretenant une vie qui devenait lentement la leur. Cette nuit-là, elle sortit après avoir lavé les assiettes et le trouva appuyé contre la balustrade du porche, chapeau repoussé en arrière, les yeux sur les étoiles. Elle le rejoignit. L'air sentait le pain et la cendre. « Je pensais toujours que l'amour venait avec le tonnerre, » dit-elle, « qu'il devait s'annoncer fort. »« Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, je pense que c'est un homme qui écoute, qui apparaît avec du café et des bottes et du silence. » Il la regarda alors. « Maria. » Elle prit une respiration. « Je n'ai pas peur de toi. » Il tendit la main vers la sienne. Pas soudainement, pas hardiment, juste une question sous forme de toucher. Elle répondit en entrelaçant ses doigts avec les siens. Il ne l'embrassa pas. Pas encore. Mais il n'en avait pas besoin. La promesse était déjà là, stable et sûre entre leurs paumes. La pluie revint 2 jours plus tard, plus douce cette fois. Une bruine chuchotante qui trempait la mousse des arbres sombres et rendait le ruisseau bruyant de ruissellement. Maria était assise à la table, manches retroussées, cousant soigneusement une sacoche de sel déchirée. Des fils de lumière rousse filtraient à travers la fenêtre, dorant le plancher de bois usé et le bord du manteau de Gideon accroché près de la porte. Gideon entra du hangar, essuyant ses mains avec un chiffon. Il s'arrêta quand il la vit penchée sur l'aiguille. « C'est du bon travail, » dit-il en entrant plus loin. «
Je n'ai pas pensé à demander si tu savais coudre. Je l'ai appris après que mon père soit tombé malade, dit-elle en nouant le fil. La nourrice me l'a enseigné. Elle disait qu'une dame devrait savoir comment réparer ce qui est déchiré. Elle leva les yeux. Je pensais toujours qu'elle parlait du linge. Son sourcil se leva légèrement, puis il hocha la tête. Je pourrais regarder ton manteau ensuite, ajouta-t-elle. Il s'amincit au coude. Il accrocha le chiffon à un crochet. Je pensais l'avoir porté assez doucement pour ne pas le remarquer. Elle plia la sacoche fermée et la mit de côté. Tu le remarquerais s'il cédait sur le sentier. Ils mangèrent tôt. Du pain de maïs et des légumes verts bouillis. Puis ils s'assirent près du foyer où le feu brûlait bas et régulier. La tempête s'était installée dans un silence qui remplissait les coins de la pièce. Le genre de silence qui ne demandait rien mais permettait tout. J'ai reçu une lettre l'année dernière, dit Gideon, sa voix douce. D'un cousin en Arkansas. Il a une parcelle près d'Helena. Il a dit que je pourrais reprendre le champ nord si je voulais. Maria se tourna vers lui. Pourquoi n'es-tu pas parti ? Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. Je ne voulais pas laisser quelque chose d'inachevé. Je ne savais pas que tu avais de la famille. Pas beaucoup. Ma mère est morte jeune. Mon père a travaillé dans les champs de coton jusqu'à ce que ses poumons cèdent. La plupart des autres se sont dispersés après la guerre. Elle regarda le feu jouer sur son visage, la façon dont les ombres se prenaient dans les creux sous ses pommettes. J'imaginais toujours que j'épouserais quelqu'un avec des terres, dit-elle. Mais je n'ai jamais pensé à l'homme lui-même, juste à ce qu'il possédait. Qu'est-ce qui a changé ? Moi. Il la regarda. Tu penses à repartir ? Parfois, quand je me réveille trop tôt, quand c'est trop silencieux. Mon esprit court toujours vers les avant que je l'arrête. Il hocha lentement la tête, sans jugement. Si tu voulais écrire à ta tante, je ne t'arrêterai pas. Maria entrelaça ses doigts. Je ne sais même pas si elle est encore à Saint-Joseph. Elle n'a jamais été du genre à écrire des lettres. Tu veux la chercher ? Elle secoua la tête. Je veux arrêter de regarder en arrière. Le feu craqua doucement, un pain cédant. J'ai pensé à la deuxième chambre, dit Gideon après un moment. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait contenir un lit si je dégage les caisses. Le souffle de Maria se coupa. Tu n'as pas à faire ça. Je veux le faire. C'est à toi si tu le veux. Elle le regarda, son cœur se serrant dans sa poitrine. Et si je voulais quelque chose de plus proche ? Il tendit la main vers la sienne, pas hésitant cette fois, mais sûr. Son pouce caressa le dos de ses jointures, calleux et chaud. Je ne t'arrêterai pas. Elle ne retira pas sa main. Cette nuit-là, quand elle s'allongea dans le grenier, elle fixa les planches au-dessus d'elle et écouta le rythme régulier du vent contre les avant-toits. Son cœur battait différemment maintenant. Plus lentement, plus fort. Pas avec la peur crépitante qu'elle avait autrefois portée, mais avec quelque chose d'enraciné. Le lendemain matin, elle se leva tôt, attacha ses cheveux en arrière et sortit vers l'enclos où Gideon versait du grain. Les chevaux bougèrent à son approche, les queues fouettant dans l'air frais. « Je veux apprendre à mieux monter, » dit-elle. Il leva les yeux. « Tu montes bien. » « Je veux monter comme si j'appartenais au sentier, comme si je pouvais diriger, pas suivre. » Il hocha la tête une fois. « Nous sortirons après le petit déjeuner. » Ils prirent une nouvelle route ce matin-là, plus haut sur la crête où les pins cédaient à l'herbe en pente et l'air avait un goût plus vif. Maria se pencha en avant dans la selle, essayant de correspondre à la posture de Gideon, son assise stable. Il n'offrit aucune correction, montra seulement où le sentier plongeait, où l'ardoise pourrait glisser, où les nuages se construisaient trop vite à l'horizon. Au sommet, ils s'arrêtèrent. La terre se déroulait sous eux, des vallées cousues de rivières, des pics lointains bordés de neige. Maria descendit de cheval et marcha jusqu'au bord, les bottes s'enfonçant dans la terre humide. « As-tu déjà pensé à construire plus ici ?» demanda-t-elle. « Une grange. Un porche plus grand. Des poulets peut-être. » Gideon s'approcha d'elle. « J'y ai pensé. » Elle se tourna vers lui. « Avec quelqu'un ?» Ses yeux rencontrèrent les siens. « Je n'y avais pas pensé. Jusqu'à maintenant. » Les joues de Maria rougirent, mais elle ne détourna pas le regard. « Je veux rester, Gideon. »
Il tendit la main vers elle, plus lentement qu'avant, comme s'il demandait une dernière fois. Elle entra dans ses bras. Le baiser qui suivit n'était ni soudain ni féroce. Il était calme, certain, comme le premier gel dur après la récolte. Attendu, nécessaire et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, le vent se leva et porta le parfum du cèdre entre eux. Ils rentrèrent en silence. Non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que rien n'avait besoin d'être dit. Ce soir-là, elle déménagea ses affaires du grenier à la deuxième chambre, mais laissa la porte ouverte. La première neige arriva tôt cet automne-là, un voile silencieux dérivant d'un ciel couleur d'étain. Maria se tenait au bord du porche, châle serré autour de ses épaules, regardant les flocons s'installer dans le grain des marches. Le silence de tout, cela faisait sentir le monde entier comme retenu dans un souffle. Derrière elle, Gideon sortit avec 2 tasses dans les mains, la vapeur s'élevant du café. Il lui en passa une sans un mot. Elle la prit, les doigts effleurant les siens, et la tint sous son menton pour se réchauffer. « Elles sont précoces, dit-elle. Les tempêtes bougent différemment ici, répondit-il, s'appuyant contre le poteau à côté d'elle. Une fois que les montagnes les attrapent, il n'y a pas moyen de les arrêter. Elle sirota lentement, regardant la neige s'accumuler le long de la ligne de clôture qu'ils avaient réparée ensemble. Sa voix était douce. J'avais toujours peur de l'hiver. L'obscurité, l'attente. Tu as toujours peur. Elle secoua la tête. Plus maintenant. Il n'insista pas davantage, se pencha juste un peu plus près, son épaule une présence stable à côté de la sienne. Cet après-midi-là, ils transportèrent le dernier stock de la cave à légumes à l'intérieur. Des sacs de pommes de terre, des pots de pêche en conserve, une jarre de légumes verts marinés. Maria arrangea les étagères pendant que Gideon vérifiait les joints des cadres de fenêtres. Le travail était silencieux, pratiqué et partagé. Au crépuscule, elle mit une bouilloire sur le poêle et sortit la couverture de laine épaisse pliée au pied du lit dans la deuxième chambre. Gideon se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés lâchement. « Tu as changé cet endroit, » dit-il. Elle lissa le bord de la couverture. « Comment. Ce n'est plus seulement le mien. Ça ne se sent plus creux. » Elle leva les yeux, la couleur montant à ses joues. « Je ne me sens plus comme de passage. » Il s'approcha et passa une main dans ses cheveux. « J'aimerais rendre ça permanent. » Elle rencontra ses yeux. « J'aimerais ça aussi. » Ils se marièrent début novembre. Pas de prédicateur, pas de témoin au-delà de la terre et du ciel. Gideon sculpta 2 anneaux dans des restes d'argent qu'il avait gardés dans une boîte à tabac, gravés de lignes simples comme celles sur le manche de son vieux couteau de chasse. Ils se tenaient sous le peuplier derrière la grange, les dernières feuilles dorées tombant autour d'eux. Il tenait ses mains, chaudes dans ses paumes calleuses. « Je ne promets pas la facilité, » dit-il, « mais je promets la constance. » « Je n'ai jamais voulu la facilité, » dit-elle. « Je n'ai jamais voulu que la vérité. » Il l'embrassa alors, lentement et sûrement, comme pour sceller quelque chose qu'ils avaient tous deux porté trop longtemps. L'hiver passa en heures tranquilles. Les matins commençaient par la cuisson du pain et le murmure bas du feu. Les soirées avec la lecture à voix haute, la voix de Gideon stable sur les pages, les doigts de Maria se déplaçant en cercle paresseux le long de sa manche. Certains jours apportaient des tempêtes qui fermaient le ciel et faisaient claquer les fenêtres. Ces jours-là, elle s'asseyait à côté de lui près du foyer, raccommodant des coutures ou écrivant des lettres qu'elle n'envoyait jamais. Il lui construisit un bureau en pin, poncé lisse, et le plaça près de la fenêtre orientale. « Tu disais que tu écrivais avant, » dit-il quand il le lui donna. « Avant que le monde ne te dise de ne pas le faire. Tu peux écrire maintenant. » Elle le fit. Au printemps, le dégel arriva en ruisselet lent le long du chemin vers le ruisseau. Ils plantèrent ensemble des rangées de haricots, de courges et de tabac pour le commerce. Maria apprit le rythme de cela, la sensation de la terre tournant sous ses paumes, la façon dont les graines tenaient des promesses juste en étant tenues. Par une chaude journée de mai, elle s'arrêta au bord du champ, une main sur son ventre. Gideon la vit depuis le porche et descendit, les bottes douces dans l'herbe nouvelle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux brillants. « Je pense que nous aurons besoin d'une autre chambre. » Son souffle se coupa juste une fois, puis il sourit. Ils la construisirent ensemble, côte à côte, avec du bois du vieux bosquet de pin au nord de la crête. Il lui apprit à mesurer les angles, à enfoncer les clous proprement à travers le grain.
Elle peignit le cadre en bleu doux, et il sculpta un berceau en cèdre. Quand le bébé arriva, une fille avec les yeux sombres de son père et la force tranquille de sa mère, ils l'appelèrent Clara. Les années se déroulèrent comme des pages tournées par le vent. La cabane grandit. Pas grandiose, mais contente. Un appentis pour les animaux. Un banc sous le peuplier. Un deuxième bureau pour Maria, quand elle commença à copier des lettres pour les voisins en ville. Gideon faisait le commerce de peaux et de tabac, de sels épaisses et d'outils aiguisés. Les gens en vinrent à connaître leur place comme un sol solide. Clara apprit à marcher en s'agrippant à la balustrade du porche, fit ses premiers pas entre les bottes de son père et les jupes de sa mère. Elle parla tard mais chanta tôt, sa voix claire comme le vent à travers les arbres. Un soir d'été, Maria se tenait au bord du champ, regardant les lucioles s'élever comme des étoiles convoquées de l'herbe. Gideon vint derrière elle, les bras encerclant sa taille. « Elle te ressemble », dit-il dans ses cheveux. « Pas seulement dans le visage », répondit-elle. « Dans la façon dont elle observe les choses. » Silencieuse mais pleine de questions. Il embrassa sa tempe. « Elle ira bien. Elle sera plus que ça. » Ils restèrent là, regardant Clara chasser les lumières, son rire s'élevant dans la brise. Maria se pencha en arrière contre lui. « Je n'aurais jamais pensé que la paix ressemblerait à ça. »« Ce n'est pas la paix si on ne la gagne pas, » dit-il. Elle inclina la tête pour embrasser sa mâchoire. « Alors nous l'avons gagnée 10 fois. » Il la tourna vers lui, les mains à sa taille. « Je t'aime, Maria Hélard. »« Je sais, » dit-elle. « Je le savais depuis que tu m'as donné cette tasse en étain près du ruisseau. » Ils ne parlèrent plus cette nuit-là, marchèrent juste main dans la main vers la maison, le rire de leur fille les suivant comme de la musique. Et ainsi les années passèrent, comme elles le font toujours. Pas rapidement, mais profondément. Ils construisirent une vie. Non pas de ce dont ils avaient fui, mais de ce qu'ils avaient choisi. Une vie de matin tranquille, de mains stables et de ne jamais avoir à reculer devant l'amour. Et ils furent heureux. Complètement, entièrement et véritablement.